Voilà, et on se retrouve sur le plateau de Parole Directe, une émission que vous pouvez commenter en direct sur notre site tf1news.fr. Et ce soir, notre invité, c'est Jean-Luc Mélenchon. Peut commencer là où tout commence pour un citoyen, avec des bulletins de vote dans des urnes. Oh les cœurs, ardents à la lutte! Voilà, notre invité Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, monsieur Mélenchon. Bonsoir. Quel envolé, oh les cœurs, ardents à la lutte, on dirait du Jaurès. C'était du Jaurès? Ah, c'est une belle comparaison. Non, ça m'est venu comme ça, c'est le cœur qui parlait. Alors, c'est en tout cas un extrait de discours que vous avez fait à la Fête de l'Humanité, il y a quelque temps. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, un parti révolutionnaire ou un parti de gouvernement? Pour moi, les deux vont ensemble. Le projet du Front de gauche est audacieux, ambitieux, donc il faut le dire avec ces mots. Si je parle de révolution, c'est parce qu'il y a des privilèges à abolir. Je vais vous dire lesquels en quelques mots, si vous permettez. Mais commençons d'abord par dire le projet en général. Reprendre le pouvoir à l'argent et à la finance et le rendre au peuple, aux citoyens. Vous, moi, dans nos contradictions, nos idées différentes, nous sommes plus intelligents que les traders et les cours de bourse. Voilà l'idée principale. On va reparler du programme dans le fond, oui. parce que c'est le but de cette émission. Mais mon idée, c'était, voilà, est-ce qu'on peut faire la révolution et en même temps vouloir gouverner? Est-ce que c'est compatible? Il faut absolument que ça le soit, car si gouverner, c'est faire une petite alternance à la papa, comme autrefois, en se disant chacun va gérer son petit patrimoine électoral, une petite picorée pour chacun de ses clientèles, et puis voilà. Par exemple, entre l'UMP et le PS, voilà. Bon, si c'est ça, en période tranquille, pourquoi pas? Mais là, il ne s'agit pas de ça. Voici la saison des tempêtes qui arrive. Donc là, il faut des mesures qui soient des mesures, pas des demi-mesures. Il faut donc aller au cœur des problèmes et les régler une bonne fois. Par exemple, ça suffit de faire des phrases sur le régime de la Ve République. Si on veut abolir la monarchie quinquennale, alors il faut une constituante et faire la Sixième République. Si au lieu de faire des petits numéros compassionnels où on se propose de partager un petit peu, il faut aller là aussi au cœur des problèmes et partager pour de vrai, pour de bon. Par exemple, quand je dis on va taxer les revenus du capital comme ceux du travail. Pas un salaire dans l'entreprise, Madame Ferrari, attention au vôtre, qui aille plus haut que 1 à 20. Vous avez dit beaucoup de bêtises sur mon salaire d'ailleurs. Pas moi, Madame, votre collègue. Justement, donc vous voulez taxer... Je les retire si vous voulez. Vous voulez, merci beaucoup. Si ça doit faciliter notre entretien. J'apprécie beaucoup. Donc sur les hauts revenus, à quel niveau est-ce que vous estimez qu'on est riche? Commençons d'abord par ceux qui travaillent. Bon, dans une entreprise, il n'est pas normal que l'un ait tout et l'autre rien. Que le PDG ait plusieurs millénaires de SMIC à la fin de l'année et que celui qui est en bas se voit reprocher sa maigre paye. Il faut que tous les salaires progressent. Une des clés de la crise, c'est qu'il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat. Donc, pas d'écart dans une entreprise plus grand que de 1 à 20. Vous savez, moi je dirais bien de 1 à 10. Mais comme la Confédération européenne des syndicats a dit de 1 à 20, je reprends ce chiffre. De la même manière, je pense qu'il faut augmenter les petits salaires, à commencer par le SMIC, ce qui consterne beaucoup de monde en ce moment, qui oublie quelle difficulté c'est de vivre avec si peu. Alors après, vous me dites qui est riche. Bon, oui. Ça dépend, tout ça est relatif. Mais on sait qu'il y a un point à partir duquel ce n'est plus supportable. Pour ma part, j'estime qu'à partir de 360 000 euros, vous voyez, j'ai appliqué le même critère. J'ai pris le revenu médian, je l'ai multiplié par 20, et tout ce qui est au-dessus, je pense qu'il faut tout prendre. C'est 100% d'impôt. Au-dessus de 360 000 euros, c'est-à-dire 30 000 euros par mois, ça laisse quand même des beaux restes, on prend tout. Et finalement, qu'est-ce que c'est cette règle? Vous savez, Roosevelt avait fait du 90% pour la dernière tranche d'impôt. Donc voilà, chacun doit pouvoir contribuer à l'effort collectif de la nation à proportion de ce qu'il a. Et tout le monde doit payer, voyez-vous, ceux qui ont beaucoup, ceux qui sont partis à l'étranger pensant se cacher et ne pas payer des impôts comme les autres, eh bien je propose qu'on leur applique le régime que les Américains appliquent à leurs ressortissants à l'étranger. Ils payent la différence de ce qu'ils doivent au fisc français. Et vous verrez qu'à partir de là, il y aura beaucoup de gens qui hésiteront à s'en aller. Un mot d'actualité, Monsieur Mélenchon. On a vu les images de la Grèce dans le journal. Les manifestations continuent pour le 2e jour et même depuis plusieurs jours. Est-ce que vous soutenez ces mouvements qui boycottent les mesures d'austérité? Madame Ferrari, mettez-vous à leur place. Ils n'ont plus rien. On leur a dit qu'il faut être dans l'Europe pour être protégés. On les pille. Ils seraient occupés par une armée que ça ne serait pas pire. Le plan européen a complètement échoué. Pourquoi? Parce que c'est un plan de cupidité. Chacun est resté dans son coin en se disant on va dresser les Grecs, comme ça va mater tous les autres en Europe. Et puis la catastrophe est en train d'aller à son terme. Figurez-vous que depuis qu'on applique les bonnes médecines, du docteur Strauss-Kahn, du FMI et du reste,
la dette grecque a augmenté de 30%, alors qu'il n'arrête pas de faire des plans d'austérité. Même, tout le monde peut comprendre pourquoi. C'est pas dur à comprendre. Si vous faites une politique d'austérité, vous diminuez l'activité. Comme il y a moins d'activité, il y a moins de recettes fiscales. Comme il y a moins de recettes fiscales, il y a plus de déficit, donc vous empruntez davantage. Et voici la spirale dépressive. C'est celle-là qu'il faut rompre. Vous croyez au sommet qui aura lieu dimanche à Bruxelles ? Comme tout le monde, j'espère qu'ils vont faire quelque chose d'utile et pas seulement des déclarations à l'eau tiède qui ne servent à rien. Ils ont une mesure à prendre, ils le savent. Il faut que la Banque Centrale Européenne rachète les titres de dette des pays qui sont aujourd'hui dans la difficulté. Il le faut absolument. Il est absurde que la Banque Centrale Européenne prête à des banques à 1%, lesquelles prêtent à 18% à l'État concerné. Enfin, tout ça est aberrant. Si nous le faisions, nous ferions comme les Américains. Les Américains font ça, ils se rachètent eux-mêmes les titres de dette. Et quand bien même on rachèterait tout d'un coup, qu'est-ce que ça nous coûterait ? À peine, j'ai posé la question à un économiste avant de venir ici, à M. Sapir, peut-être 5 points d'inflation. Qu'est-ce que c'est 5 points d'inflation ? Rien par rapport à la misère et à la souffrance qu'on impose pour rien aux Grecs. Alors maintenant, si l'Europe entière veut marcher au fouet des agences de notation derrière lesquelles on voit trop bien la main des Américains, c'est un choix. Voilà, c'est le choix que font tous les grands esprits libéraux de l'Europe, qui d'ailleurs, à l'heure à laquelle nous parlons, vous et moi, ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais la solution que je propose, je ne suis pas le seul à la proposer, mais en tout cas, je suis le seul à la proposer ouvertement, devant tout le monde, et en disant, si vous mettez un bulletin de vote pour moi, c'est ça qu'on fera. D'accord. On va accueillir maintenant François Bachy, qui a des questions très précises à vous poser de la part des Français. François Bachy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachy. Donc, elle s'appelle Corinne Santinon. On l'avait interviewée le 1er octobre dernier dans le journal de 20h parce qu'elle manifestait contre la fermeture d'un haut fourneau ArcelorMittal dans le cadre d'une journée Vallée-Morte en Moselle. Et elle a une question à vous poser. Bonsoir, monsieur Mélenchon. La Lorraine a été tuée par la mondialisation et la spéculation. Monsieur Sarkozy est venu parader à Gandrange en vain. Monsieur Hollande a dit qu'il allait plaider la cause de la sidérurgie lorraine à Bruxelles. Et vous, monsieur Mélenchon, que proposez-vous pour sauver la sidérurgie lorraine et ses sites industriels ? Eh bien, d'abord, moi, je n'aurais pas peur, pour commencer. Je dirais les choses comme elles sont. Les Français ont payé 60 milliards de francs pour remettre à flot la sidérurgie française. On a vendu l'ensemble de nos installations pour 10 milliards. On a déjà fait cadeau de la différence. On a donné à ce monsieur Mittal les hauts fourneaux qui sont là-bas dans la vallée de la Fench. On lui a donné pour combien ? 1 franc. 1 franc. À condition qu'il reprenne l'activité. À condition qu'il reprenne l'activité. Et maintenant, voilà que comme monsieur Mittal dit qu'il y a moins de demandes d'acier, ce qui reste à prouver. Mais qui n'est pas forcément faux compte tenu de la baisse d'activité mondiale. Oui, alors justement, nous nous poserions une première question, pourquoi y a-t-il une baisse d'activité ? Parce que nous faisons des politiques d'austérité. Et on nous a dit l'instant d'avant qu'il fallait faire des politiques d'austérité pour assainir les comptes. Vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Premier élément. Deuxième élément, c'est M. Mittal qui est en situation de monopole et qui donc peut faire monter les cours de l'acier en réduisant la production qu'il fait. Pourquoi le fait-il ? Parce que lui-même emprunte et qu'il veut que ses obligations soient bien achetées par le marché financier international. Donc, le point de départ comme le point d'arrivée, c'est de la spéculation. Je viens donc vous sur le proposez fond. la nationalisation ? Vous allez voir. Il faut, à chaque fois, se poser des questions d'intérêt général. Avons-nous ou non besoin de sidérurgie ? Si on répond oui, alors le problème est réglé. Si on en a besoin, on prend les mesures qu'il faut. La réquisition, la mise sous tutelle, le séquestre. Il suffit de voter une loi. On peut punir ceux qui ont participé au démantèlement. Car il y a dans le code pénal un article qui condamne ceux qui portent atteinte aux intérêts et au potentiel économique et financier de la France. Figurez-vous que la loi d'application n'a jamais été votée. C'est curieux, moi, le Front de gauche, nous la ferons voter. Après, regardons le fond. Nous avons intérêt à réindustrialiser le pays si nous voulons faire la planification écologique. Il faut changer les méthodes de production. Il faut relocaliser. C'est comme ça qu'on va contribuer à l'effort. Il ne suffisait pas de le dire pour le relocaliser. Alors, premièrement, si, il suffit de le dire parce que nous avons produit de l'acier pendant des décennies et nous en avons toujours besoin. Les matériaux composites, les câbles, les nanotubes de carbone, ce n'est pas encore prêt. Mais là, par exemple, justement sur ce cas-là, regardez bien, cette usine-là, celle de la vallée de la Fench, nous avions la possibilité, nous l'avons toujours, par un procédé qui s'appelle l'UCOS, qui est payé par la communauté européenne, de produire de l'acier dans des conditions où la productivité ferait un bond grâce à un procédé qui abaisse
le niveau d'émission de C'est gaz justement CO2. le projet que François Hollande propose de plaider devant le président Barroso. Ben oui, mais vous pouvez toujours plaider que vous allez faire un procédé écologique. Il faut d'abord commencer par maintenir l'usine. Sinon, c'est pas la peine. On va quand même pas aller stocker du carbone qui n'est pas émis. Tout le monde peut comprendre ça. Donc, vous voyez, pour résumer, ce qu'il faut, c'est de la volonté. Deuxièmement, de la fierté de soi. La France est un grand pays productif, une grande nation industrielle. Nous faisons des bateaux, des trains, des avions, des voitures. Et pour tout ça, il nous faut des aciers fins. Nous ne pouvons pas nous en remettre à M. Mittal et à sa bonne volonté pour savoir si nous, les Français, nous allons pouvoir ou non faire de la sidérurgie. Lui, il ne sait pas faire de la sidérurgie sans nous. Nous, on sait en faire sans lui. Par conséquent, s'il n'est pas content, qu'il s'en aille. François, une petite question politique à présent. Oui, vous voulez secouer François Hollande, qui a récemment été élu par les électeurs de gauche comme candidat socialiste à la primaire. Enfin, par près de 3 millions de personnes qui sont venues. Bon. J'espère qu'on aura vous plus voulez de le 3 millions à secouer. gauche. Martine Aubry y a essayé pendant toute la campagne des primaires. Apparemment, ça n'a pas tellement réussi. Quelle est la recette Mélenchon pour réussir à secouer François Hollande? C'est une expression qui a qui a l'avantage de faire parler d'une manière plaisante, avec le sourire. Je ne suis pas un sectaire. Et quelle que soit l'ampleur de mes divergences avec François Hollande, je veux prendre les choses avec bonhomie. Bon, que font les socialistes? Une crise de nombrilisme comme jamais. Une fois qu'ils se sont réunis, qu'ils ont fait voter des gens qui passaient dans la rue à 1 euro, qui ont donné leur avis puisqu'on le leur demandait, ils considèrent que, eh bien, ma foi, tout est dit. Non, Ça vous a énervé cette primaire et non, son pas du succès? tout, ça m'a beaucoup amusé, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé qu'il y avait des débats, il y a eu d'ailleurs un abus de temps de parole qui a été remarqué, il y a eu des gens qui sont impliqués, ça a réveillé le goût de la politique, ça, ok, j'en n'en disconviens pas. Le score je trouve ça bien. d'Arnaud Montebourg vous a surpris? Alors ça m'a fait plaisir, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Parce que dans cette opération, grâce à Arnaud Montebourg, les idées du Front de gauche ont été présentes, représentées, car il est très voisin de nous. Et pourtant, il a appelé à voter François Hollande. Enfin, il a dit que lui-même voterait François Hollande. Eh bien oui, il est pris dans une logique d'appareil, et c'est justement pour ne pas être pris dans cet enfermement que moi j'ai quitté le Parti Socialiste. Parce qu'il y a un moment où le grand écart devient absurde et les gens vous le reprochent. Ils disent, mais enfin, comment vous pouvez dire un jour que vous êtes altermondialiste ou démondialisateur, et le lendemain aller voter pour quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à en faire le premier maître de terrain. Puisque le résultat est assez net, est-ce que ça ne veut pas dire finalement que ces électeurs de gauche qui sont massivement allés voter sont pour une gauche raisonnable? C'est vous qui la trouvez raisonnable. Moi, je ne trouve pas du tout raisonnable. Oui, je ne trouve pas ça du tout raisonnable d'être dans la demi-mesure. Vous savez, raisonnable dans la gestion économique. Ça ne l'est pas, ça l'est encore moins. Ce qu'il propose n'est pas du tout raisonnable. Dans la tempête, piloter le bateau comme il le propose n'est pas du tout raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est le tournant. La gabegie financière? Mais c'est pas la gabegie, c'est le contraire. Son truc, c'est une petite chose sans conséquence. Que faut-il faire? Rallumer les feux de la consommation. La politique d'austérité, est-ce que vous vous rendez compte que c'est ce qu'on applique depuis 10 ans et ça ne marche pas? Et maintenant, c'est de la super austérité. Et il y a un instant, je pense avoir fait une démonstration. Vous faites de la politique d'austérité, moins de recettes fiscales, plus de déficit. Et tout le monde va plus mal. Moins de fonctions publiques, moins d'instituteurs dans nos écoles, moins de policiers, moins de tout. Où est l'avantage de ça? Et que proposent les socialistes aujourd'hui? Une politique à la marge. Alors bon, ils ont le droit. Mais moi, j'ai le droit de dire que ce n'est pas raisonnable. C'est le contraire qu'il faut faire. Rallumer le bien-être, le bien-vivre du pays, et alors l'économie tout entière se remettra en marche. Voilà pourquoi, ce que je propose, pourquoi j'ai dit que j'allais le secouer, il fallait bien que j'entre dans le sujet d'une façon ou d'une autre. Oui. Et donc je lui dis, voilà... Pourquoi c'est un allié potentiel pour vous, François Hollande? Il y a un accord de gouvernement envisageable? Voilà, d'abord, regardons une chose. Une élection, c'est un grand exercice d'éducation collective. On apprend les uns des autres. Vos questions m'obligent à affûter mes réponses. Vous n'y répondez pas, mais bon. Non, mais je vais vous répondre. Mais d'abord, il faut faire aussi sa part au devoir civique. Hein. On est tous membres d'une même collectivité de citoyens. Et vous vous êtes déjà battu contre François Hollande dans le cadre d'un congrès du Parti Socialiste à Brest? Oui, oui, tout à fait. Mais c'était dans le cadre de notre parti commun, puisque j'étais membre du Parti Socialiste à l'époque. Ce que je veux vous dire, c'est que nous devons d'abord respecter les délais. Alors, commençons par débattre. Donc, si vous voulez organiser un débat, voici une bonne occasion. Je demande à François Hollande d'accepter le débat public avec moi, de la même chose avec Madame Joly. Je vais vous dire, même également, je voudrais débattre avec les gens de droite. Il faut que le pays respire, qu'il écoute, qu'il compare, et pas une juxtaposition de slogans avec des gens qui ne se parlent même pas, qui ne se répondent pas. Mais voilà on imagine bien qu'au second tour, vous appelleriez plutôt à voter pour la gauche que pour la droite, M. Mélenchon. Ah ben, c'est une tradition tellement ancienne que... Bon, mais maintenant, vous voyez bien, ça n'explique rien, ça ne résume rien. Aujourd'hui, le temps des consignes, c'est terminé.
Alors moi, je vous avais déjà dit, si vous m'aviez demandé de faire voter Strauss-Kahn au deuxième tour, je n'y serais, d'abord je ne l'aurais pas fait, puis au deuxième tour, je n'y serais jamais arrivé. Jamais arrivé, les gens n'en font qu'à leur tête, ils ont raison. Donc, on ne règle rien en disant, alors, qu'est-ce que vous ferez au deuxième tour? J'ai posé la question à M. Hollande, et si c'est moi qui suis devant, est-ce que tu te désisteras pour moi? C'est très important pour moi de le savoir. Il ne me répond pas. Là, je propose le débat public. Il faut se respecter. Donc, le respect que l'on doit aux électeurs que je représente, qui se reconnaissent dans mon tempérament et mes propositions, c'est que ce débat puisse avoir lieu, comme vous l'organisez là, déjà, c'est un début, non? Monsieur Mélenchon, dans l'émission Parole Directe, on a une petite tradition, on montre une photo à notre invité. Cette photo, c'est celle-ci, elle date de mars 2000, vous étiez alors socialiste, ministre de l'enseignement professionnel de Lionel Jospin. Vous avez cette culture de gouvernement que n'a pas le Front de gauche? C'est une réalité. Dans le Front de gauche, le Parti communiste a aussi une culture de gouvernement. Moi, j'étais le nez dans le guidon, j'étais ministre de l'enseignement professionnel, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie d'homme et de militant. Bon, le nez dans le guidon, j'ai peut-être pas tout bien suivi, tout bien compris, mais j'étais heureux. Vous êtes là pour ramener au bercail de la gauche de gouvernement des électeurs qui se seraient égarés, puisque ça a été une expérience cuisante pour le Parti communiste. Non, pas du tout, parce que moi j'ai tiré le bilan de tout ça. Dans le respect des personnes, j'ai beaucoup de respect pour Lionel Jospin, pour son œuvre de Premier ministre. Il ne faut pas passer par-dessus bord les bonnes choses qui ont été faites au nom de celles qui sont totalement erronées, que nous avons faites également. Mais la suite, non, je ne recommencerai pas. Je vous le dis tranquillement, je ne recommence pas. À couvrir des pratiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord, une politique que j'estime aller dans le mur. Pourquoi cette fois-ci ça n'est pas possible? Parce que la période Lionel Jospin, c'est une période heureuse. L'économie avait été relancée, il y avait un taux de croissance formidable, on a laissé tous les comptes en vert. On n'en est plus là aujourd'hui. On est dans le dur, le grave. Il faut du courage. Je ne veux pas être ministre de Papandréou. Voilà, est-ce que c'est clair? Et à titre personnel, je vais vous compléter l'affaire pour que vous compreniez bien. Ni ministre de Papandréou, et c'est moi, je n'irai pas voir M. Zapatero parce qu'il n'y a aucune leçon à prendre de quelqu'un qui a capitulé aussi vite devant les maîtres de l'argent. Donc à la période de Lionel Jospin, il y avait aussi la retraite à 60 ans. C'est la question d'internaute de cette émission. Vous êtes pour la retraite à 60 ans, mais avec combien d'annuités? 37 ans et demi, 41 ans et demi, et comment financer? Oui. Et si on peut faire court, ça serait formidable. Court en plus. Sur un sujet très important. Je suis pour la retraite à 60 ans. C'est le programme du Front de gauche. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Nous sommes pour qu'elle soit à taux plein. Nous sommes pour qu'il n'y ait pas de décote. Nous sommes partisans de ce que ce soit sur les 10 meilleures années. Et bien sûr, pour vous répondre, entre 37,5 et 41,5, je suis plus proche de ce 37,5 que de 41,5. J'ai envie de vous dire, comme un syndicat le dit, 40 ans, c'est déjà trop. Je sais que si j'avais à m'en occuper, y remettre de l'ordre et l'amener sur les positions que je viens d'indiquer, demandera déjà du travail. Si je l'ai fait, je serai content au bout de 5 ans. J'affirme tranquillement et clairement que ce n'est pas parce qu'on vit plus vieux qu'il faut travailler davantage. C'est une sottise, car si l'on vit plus vieux, c'est parce qu'on travaille moins que les générations précédentes. Et nos anciens peuvent en témoigner. Et les gains de productivité, l'essor formidable de la richesse dans notre pays, qui a doublé depuis 1980, date à laquelle on a instauré la retraite à 60 ans, permettent de financer la retraite à 60 ans. Oui, il faut le faire. Jean-Luc Mélenchon, la question, oui, non. Est-ce que votre objectif, c'est de battre François Hollande au premier tour, monsieur Mélenchon? Oui ou non? Oui. Est-ce que vous voulez participer à un gouvernement présidé par François Hollande? Vous avez un peu répondu plutôt non. Personnellement, non. Si je veux arriver à rassembler ceux qui veulent y aller et ceux qui ne veulent pas y aller, il faut que ceux qui votent pour moi ne se sentent pas prisonniers. Alors, pour ceux qui voudront y aller, bon vent. Et les autres savent que moi, je ne leur manquerai pas. Regrettez-vous certains de vos excès-verbaux ou de vos coups de gueule? Comme tout le monde. Qui est-ce qui est content à 100% de soi? Les gens qui sont totalement imbus d'eux-mêmes. Ce n'est pas mon cas. Il m'est arrivé dans la taquinerie, des fois, peut-être d'aller un peu au-delà de ce qui aurait été nécessaire. Peut-être par exemple avec vous. Est-ce que vous diriez que François Hollande est le candidat du système ou de la gauche molle, comme l'a dit Martine Aubry pendant la campagne des primaires? C'est incroyable qu'elle ait dit ça, mais je suppose qu'elle a des informations sur le sujet dont moi je ne dispose pas. Ce que je peux dire, c'est que François Hollande est un brave homme, intelligent, plein de culture, mais bon, c'est la gauche des années 90, quoi. Il date. Il est complètement dépassé par les événements et il ne saura pas y faire face. Moi, je saurais. Est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis, oui ou non? Aïe! Alors écoutez, une partie de mes amis est pour, l'autre est contre. Il faudra que je retourne voir dans le programme. Mais moi, personnellement,
Le côté gestionnaire me fait dire que les trafics liés au cannabis sont une gangrène. Le père et grand-père trouvent ça moyen, quoi. Une dernière question, est-ce que vous allez vous présenter aux législatives? On va voir, il n'y a rien de fixé. Alors, j'en profite pour vous dire, je lis des fois ici et là des entrefilés où on m'annonce ici, on m'annonce là, on n'annonce que des discussions, des accords. Non, il n'y a rien de tout ça. Je le dis vraiment solennellement aux socialistes, la relation entre nous ne pourra être que sur le fond, sur les idées, et sur le débat sera public. Il n'y aura pas d'arrangement en cachette entre les uns et les autres. Et c'est comme ça qu'on fera respecter la parole de gauche. Après, les gens sont assez intelligents pour savoir ce qu'ils ont à faire. Et ni vous, ni moi, ne les forcerons à faire ce qu'ils n'ont pas l'intention de faire, s'ils ne veulent pas le faire. Et ils agiront, j'en suis certain, en allant du côté où est l'enthousiasme et la force optimiste. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon qui propose un débat public donc à François Hollande était notre invité ce soir dans Parole Directe. Une émission que vous pouvez continuer à commenter sur tf1news.fr ou encore sur la chaîne Info. Voilà, dans un instant, la météo de Louis Baudin, votre émission Masterchef présentée par Carole Rousseau. Bonne soirée à tous sur TF1.